tout d'abord, je m'excuse un peu, j'ai une vilaine toux, donc ça risque d'être un petit peu perturbant quand je vais parler. Je m'excuse par avance. Donc on va parler un petit peu aujourd'hui de Material Design et en fait aussi un petit framework qu'on a lancé avec Lumaps qui permet de tout simplement mettre en application les principes de Google concernant le Material Design sur une application AngularJS. Alors tout d'abord, je vais très rapidement présenter me présenter. Donc Elie Mellois, bon il n'est pas là, mais on va se concentrer sur moi. Donc Mathias Manoukian, je suis, comme vous avez marqué là-bas, chef du coloriage. Donc je suis on est une petite infrastructure, une start-up où il y a pas mal d'ingénieurs. Donc je suis arrivé comme étant la seule personne qui s'occupe des interfaces. Donc voilà. Donc pour présenter très rapidement Lumaps, parce qu'on n'a pas énormément de temps, donc il va falloir qu'on le fasse rapidement. Lumaps, c'est une startup qui a été créée il y a 2 ans et qui développe des solutions sur la Google Cloud Platform. Donc il y a 2 types de solutions. On a des produits, donc on a un produit de gestion électronique de documents, on a un produit type CMS pour gérer les intranets, et on a aussi un outil qui permet une sorte de plugin en fait, qui va s'ajouter à Drive pour améliorer les autorisations. Puis aussi on a une partie sur mesure, donc voilà, une personne qui a consulter pour réaliser des applications sur mesure. Très important. Nous recrutons, nous sommes dans pleine phase de recrutement intense. N'hésitez pas à envoyer vos CV à l'adresse suivante. Donc, nous sommes partenaires de Belfast, donc on a un stand, vous avez peut-être vu. La particularité de notre stand, c'est qu'on peut vous proposer des conseils et un suivi par rapport à votre application. Donc, si vous avez des demandes particulières, si vous avez besoin de conseils pour améliorer l'ergonomie, l'expérience utilisateur de votre produit, on peut vous aiguiller et on peut même essayer d'appliquer l'UX sur votre projet. N'hésitez pas à venir, on discutera un petit peu matériel ensemble. Il y a un Code Lab, alors je sais que c'était pas très clair sur le site, je suis pas sûr que tout le monde ici ait une machine pour pouvoir vraiment y participer. C'est pas très grave, au pire des cas, ce qu'on fera, c'est que je vous présenterai étape par étape comment mettre en place une application Material Design avec UX. Donc voilà, donc dans un premier temps, j'aimerais faire une petite introduction sur Material Design, donc assez courte. J'irai pas trop dans le détail parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais sachez qu'il y a pas mal de ressources sur internet. Donc qu'est-ce que c'est que Material Design? C'est avant tout une philosophie, c'est une manière de créer un bon design. Donc on se focus essentiellement sur l'expérience utilisateur. C'est tout un tas de règles qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur et de mettre en place une ergonomie optimisée, toujours dans le but de faciliter la vie de l'utilisateur. Donc il ne faut pas le voir simplement comme une simple librairie de composants, c'est vraiment, comme le décrit Google, un langage visuel qui unifie l'expérience utilisateur sur tous les devices. Donc on a vraiment des layouts qui vont s'adapter et qui vont s'adapter de manière intelligente sur smartphone, tablette et écran. Allez, je vous lance cette petite vidéo. Je ne sais pas si tout le monde connaît ici, tout le monde a déjà vu la vidéo Material Design. Est-ce que ça vous parle? Pas forcément, je vois un nom ici. Je vais prendre cette vidéo là. Hop. Par la fin. Voilà, c'est beau. C'est beau, pardon. Donc, le Material Design, ça a été dévoilé lors de la Google I.O. Cet été. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pu voir à quoi ça ressemblait parce que ça vit des nouveaux terminaux Android avec le nouvel Android Lollipop.
Donc, encore une fois, ce n'est pas une simple librairie de composants. Donc, je vais parler rapidement des concepts abordés dans le Material Design, autour de, on va dire, deux concepts un petit peu majeurs. L'expérience utilisateur, l'ergonomie, ça a vraiment apparu avec l'apparition des terminaux mobiles. Évidemment, il fallait qu'on mette une grande quantité d'informations dans un tout petit écran. Donc il fallait qu'on facilite la vie des utilisateurs et qu'on rende ça simple et intuitif. Donc du coup, on a pas mal d'applications qui sont sorties. Il y a Apple qui a sorti un concept que tout le monde doit connaître il y a quelques temps qui s'appelle le flat design. C'est dans l'intention vraiment de faciliter, de simplifier l'interface. Et en fait, Google prend un peu le contre-courant de tout ça en réintégrant les ongles, en fait. Et donc, on se retrouve avec des interfaces qui sont plutôt pensées comme du réel. On va se retrouver avec des ongles. Les ongles vont nous servir simplement à définir des niveaux, des couches, en fait, des layers, qui vont permettre de guider encore une fois l'utilisateur. On retrouve des effets de profondeur, on retrouve des effets de lumière pour se rapprocher un petit peu plus du réel. Et on a aussi des animations qui sont conçues plus pour fluidifier le parcours de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'avant, on fait des animations pour faire en sorte que c'est pas joli. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, une animation, elle est là essentiellement pour guider l'utilisateur. Donc typiquement, quand vous avez, par exemple, l'interface Material Design, quand vous avez un bouton, quand on appuie sur le bouton, vous avez ce qu'on appelle un effet de ripple, un cercle qui s'élargit comme ça sur le bouton. Pourquoi? C'est important pour l'utilisateur de savoir de lui confirmer qu'il a bien appuyé sur le bouton. Voilà, tout simplement. Quand il va ouvrir un dialogue, il va appuyer un endroit, le dialogue va s'ouvrir et il va partir du point où on a touché en fait, pour s'agrandir. On appelle le point de folie. Voilà, ça c'est des vrais concepts qui sont mis en avant et énormément développés dans les guidelines Google. Donc tout ça c'est mis en avant sur un site internet en fait, qui a été encore une fois sorti cet été. Google va parler du design de manière générale, et plus particulièrement des spécifications concernant le material design. Donc on a tout un tas de choses. On a des layouts, on a des composants, on a tous les concepts d'animation. On va vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, faites ci, faites ça, etc. C'est très carré, c'est très qualitatif, c'est même peut-être un peu trop rigide dans le sens où Google voilà, fait les choses en grand et nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Des fois on peut en discuter, il faut être un petit peu ouvert là-dessus, mais c'est vraiment très détaillé et on a des spécifications techniques en termes de composants, web qui sont très très fournies. Des espacements, etc. C'est vraiment très mathématique, c'est assez impressionnant. Donc, il y a plusieurs librairies qui ont pris le pli, évidemment. Les librairies officielles Google, il y en a une sur Polymer, il y en a une sur AngularJS, et il y en a d'autres. Là, j'ai mis en avant Material UI, il y en a d'autres qui sont simplement des composants HTML et JS classiques. Nous, on a décidé de faire l'UX. L'UX, c'est quoi? C'est aussi, comme la librairie officielle de Google, une librairie de composants qui est basée sur des applications AngularJS. Donc nous, on l'appelle le premier framework front-end open source basé sur AngularJS et qui respecte les guidelines Material Design au pixel près. Ça, c'est important. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi une nouvelle librairie, parce qu'en fait, c'est déjà Google qui a fait cette librairie officielle. Alors pourquoi? Parce que quand on a un petit peu démarré, nous, chez Lumaps, la volonté de créer des applications Material Design, on a regardé l'existant, évidemment, on ne s'est pas dit qu'on allait tout refaire pour le plaisir, et on a regardé à quoi ressemblaient un petit peu les différentes librairies, et surtout la librairie officielle Google, et on a remarqué pas mal de choses qui nous titillaient un petit peu, et on s'était dit, non, nous, on ne peut pas utiliser ça, typiquement pour des applications qu'on va mettre en production pour nos clients dans un laps de temps qui est très court. Et on ne pouvait pas se permettre de demander à ce que Google fasse l'effort d'améliorer tout ça dans un temps encore une fois court. Donc nous, chez Lumaps, on avait déjà mis en place un petit framework, on s'est dit, bah tiens, on va le transformer pour le Material Design. Donc les avantages en fait qu'on a pour le moment, évidemment, hein, parce que en réalité on est en contact avec les équipes officielles qui développent la librairie AngularJS Material. Ils sont en train d'avancer assez fort dessus, on travaille même avec eux pour tout vous dire. Mais par contre, pour l'instant, on a quand même des composants assez inédits. On a une scroll bar full Angular, on a un select aussi, on va avoir un carrousel, on va avoir aussi un respect qui est très strict des guidelines Material Design, donc ça c'est vraiment l'atout majeur qu'on a par rapport aux librairies officielles. Donc si vous êtes un petit peu maniaque
que vous avez là, vous verrez que nous, nos animations et toutes nos métriques, nos petits espacements, etc., tout ça c'est respecté au pixel près. Alors ça peut paraître anodin comme ça quand on prend les composants un à un, mais si vous prenez des choses, vous allez prendre une toolbar, vous allez prendre un bouton, vous allez prendre un select, vous allez prendre tout ça, vous mettez tout ça dans votre application, et si les métriques ne sont pas respectées au pixel près, elles sont approximatives, vous allez avoir un effet global sur votre application qui va être aussi approximatif forcément. Nous, c'est pas le cas, on s'est tout de suite mis en tête de respecter ça de manière hyper stricte. On va avoir aussi des exemples de layout responsive, des vrais layouts, c'est-à-dire dans les guidelines Google, on a à disposition des exemples de layout pour plusieurs types d'applications. Typiquement pour une application de gestion de fichiers, pour une application de gestion de médiathèque, pour quelque chose qui va lister, on va lister, modifier, supprimer des éléments, etc. Donc nous, on va mettre en place ces layouts-là sur le site internet. Un framework pensé pour le plus grand nombre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un framework front-end, c'est-à-dire c'est pas simplement des choses pour Angular. Non, on peut construire toute une application full matériel qui soit personnalisée et normalement sans écrire une ligne de CSS. On prend tout ce que Unix nous propose et on l'utilise. C'est le but à terme. Voilà. C'est déjà le cas normalement a priori, mais bon, à voir avec l'expérience. Et les personnalisations multiples. Donc on utilise pas mal de technologies assez innovantes. On utilise du SAS, de l'Object-Oriented CSS, mais j'y reviendrai après. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir des variables assez en très grand nombre et qui permettent en fait à l'utilisateur de redéfinir ses variables, de générer ses settings, ses propres settings et de faire quelque chose qui est totalement personnalisé. Donc, voilà un petit peu les avantages qu'on a. Je vais rapidement parler des points techniques qui sont utilisés dans Unix. Rapidement parce qu'après j'aimerais vous montrer tous les composants que propose Unix et puis j'aimerais aussi qu'on mette ça en application sur un vrai layout. Donc il y a trois concepts. Il y a la notation BEM, donc ça on va parler du markup HTML. Pour ceux qui ont déjà peut-être utilisé Unix ici, je ne sais pas, ou qui ont déjà peut-être utilisé d'autres projets open source, il est possible que des fois vous soyez confronté à des noms de classes un petit peu bizarres, à rallonge avec des tirets-tirets, des underscore, etc. C'est ce qu'on appelle une notation BEM, c'est Block Element Modifier, qui permet de nommer et classifier les sélecteurs CSS de façon à les rendre plus informatifs. C'est-à-dire qu'on va rendre ça bien plus lisible et bien plus informatif. Et ça va appuyer en fait le deuxième concept qui est l'Object Oriented CSS, qui nous permet en fait de repérer des patterns visuels et d'en faire des composants et qu'on puisse les réutiliser après à plusieurs endroits. Ça permet d'avoir quelque chose de modulable, scalable, etc. Je reviendrai en détail sur tout ça. Et après on utilise bien sûr SAS, donc ça c'est quoi? C'est un préprocesseur CSS donc, qui applique les concepts, ces concepts qui rend le framework personnalisé. SAS en gros, ça nous permet de mâcher le travail, d'avoir un CSS qui va être plus facilement écrivable et qui va être plus facilement personnalisable. Donc, typiquement, on va pouvoir déclarer des variables par exemple, on va pouvoir overrider, on va pouvoir faire des maps, et on va pouvoir itérer dans cette map avec des keys et des values, on va pouvoir, imaginons je crée un tableau avec 70 couleurs, j'ai pas envie de le déclarer tous mes boutons avec toutes mes couleurs une à une, j'itère dans ce tableau et simplement je mets la valeur que j'attends dans ma classe et ça me déclare tous mes boutons. Donc, la notation BEM. Très rapidement, encore une fois, je reviens là parce que... c'est une notation de ce type-là. Donc en fait, vous allez avoir le bloc, vous allez avoir un enfant du bloc, et vous allez avoir un modifieur d'un enfant ou du bloc lui-même. Donc c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir encore une fois d'avoir quelque chose de très lisible. Si on prend un exemple humain, on prend une personne peut être de type femme, donc c'est un modifieur femme. Une personne peut avoir une main, donc vous avez un enfant main, et puis après la main d'une personne peut être la main gauche ou la main droite. Voilà le concept. Après on a l'Object Oriented CSS. Donc on se retrouve avec des noms de classes comme ça, par exemple pour des composants de type bouton. C'est-à-dire qu'on va déclarer le cœur, on va dire, le corps de notre bouton dans une classe BTN, qu'on va pouvoir l'utiliser après ailleurs. Après on va définir un modifieur de taille, un modifieur de couleur, un modifieur de type. Ça nous permet d'avoir quelque chose qui est totalement scalable, modulable. C'est-à-dire que plutôt que de déclarer dans un contexte prédéfini un bouton qu'on va styliser et qu'on ne pourra plus réutiliser ailleurs puisqu'on l'a déclaré dans un contexte prédéfini, on déclare des classes globales en fait,
et on applique un modifier à ces classes qu'on pourra après réutiliser à un autre endroit de l'application. C'est très important quand on construit une interface de ne jamais être trop spécifique. Plus on est spécifique, plus après il est difficile de maintenir l'application, et plus il est difficile après, par exemple, de déclarer une classe et de l'overrider derrière, de la surcharger. C'est très compliqué. Donc ça c'est pour un composant classique type bouton, et là par exemple je vais prendre un module comme une card. Donc les cards, on verra, c'est des composants vraiment très communs dans l'idée du material design. Donc on va définir une card, et puis après on va avoir des enfants de la card. Donc on va avoir une zone haute dans la card, après on va avoir une zone haute dans laquelle il peut y avoir une image, on va avoir le contenu peut être petit, peut être grand, etc. On va avoir des actions, etc. Donc voilà un petit peu l'idée de l'Object Oriented CSS. Et le SAS, donc comme je vous le disais, on déclare des variables. Donc là typiquement on a déclaré une variable qui s'appelle $red, $pink. On y a mis un point d'exclamation défaut, ça permet de dire que ce sont les valeurs par défaut. Et si l'utilisateur se permet de overrider ces variables, il n'a qu'à déclarer la variable avant la mise en place des settings, et ça va overrider les variables. C'est assez intéressant pour mettre en place des settings par défaut qui peuvent être overridés. Et on va avoir ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les maps. Donc là on le voit très bien, hein, c'est un array en fait. Donc on a une key value. Donc là, typiquement il y a quelques valeurs, mais il peut y avoir 70 couleurs par exemple. Et au lieu de déclarer encore une fois tous les boutons BTN red, BTN blue, etc., ça peut être très très fastidieux, très long et très difficile à maintenir. Et là simplement on va itérer à travers toutes les valeurs du tableau. Et après on va append la key à ma classe. Et on va mettre un background color de la value qui est pour le coup ici red. Et red c'est encore une autre valeur, etc. Donc du coup ça c'est super, si demain je décide de rajouter une couleur, je vais dans mon tableau, je vais à la fin, je rajoute le code et j'ai une classe en plus disponible pour mon framework. Voilà un petit peu les concepts techniques abordés. En ce qui concerne AngularJS précisément, toutes nos directives et nos services ont vraiment été réalisés from scratch. On n'est pas reparti de quelque chose d'existant, parce qu'on s'est rendu compte avec l'expérience à l'UMAPS qu'en développant plusieurs applications, que ça devenait vite une tannée d'utiliser des projets, des produits à droite à gauche, etc. et qu'on avait souvent des problèmes. Typiquement, pour avoir, je ne sais pas qui utilise ici AngularJS vraiment précisément et qui utilise les selects. Ok, une personne déjà, 2, 3, 4. Ok. Utiliser un select en AngularJS, c'est très compliqué. On a vraiment pas mal de bugs avec les librairies existantes, il y a du select, etc. Donc du coup, tous nos composants, c'est dire on va repartir de zéro, on va reprendre la logique depuis le début, on va faire quelque chose de bien. Et on a essayé de faire ça. Donc il faut savoir que toutes les directives et services, c'est vraiment quelque chose qui est parti from scratch et on a essayé de développer avec la meilleure des logiques. J'insiste pour finir sur le respect des métriques au pixel près. Voilà, c'est ce qui fera que votre application elle sera sympa, qu'elle sera visuellement agréable, qu'il y aura une fluidité en fait dans le parcours visuel. On va sentir ça. C'est tout con, mais définir nous l'unité, c'est 8 pixels donc dans le material design. C'est tout bête, ça paraît con comme ça, mais si vous jouez qu'avec cette unité de mesure, vous prenez 8, vous la multipliez, vous la divisez, et vous allez avoir quelque chose qui sera fluide dans votre parcours visuel. Le moment où vous écartez de cette valeur, vous partez dans des choses un petit peu qui ne sont pas des multiples de 8 typiquement, vous allez avoir des choses qui vont mal s'imbriquer, des line height qui vont être trop serrées, des choses qui vont être trop collées à des blocs, etc. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand tu construis une application, c'est d'avoir ce fameux base spacing unit, une unité d'espacement qui est toujours fixe, avec laquelle on va travailler. On multiplie par 2, par 3, par 4, etc. Donc voilà, c'est un projet open source, évidemment. On vous invite tous à contribuer. C'est parfait. On a déjà eu 400 commits et 40 pull requests. Alors, les 40 pull requests, c'est essentiellement en interne, parce qu'on applique le principe de pull request en interne. Mais on a quand même commencé à avoir quelques pull requests de personnes externes au projet. Donc ça commence à prendre, on commence à avoir quelques stars, on commence ça monte, on en parle pas mal sur Twitter, etc. Une espèce de contre-courant par rapport à la librairie officielle matérielle où il y a pas mal de gens qui sont apparemment frustrés à l'utilisation parce qu'il y a quelques bugs, c'est une grosse machine qui avance assez lentement, etc. Donc nous on va garder ce framework en parallèle et on va garder quelque chose de très flexible et qui va avancer très rapidement. Voilà.
On a des guidelines de contribution détaillées, on a mis en place un truc qui permet de générer un changelog en fonction des messages de commit, etc. Donc c'est pas mal avancé. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'Unix. Donc l'Unix, on a fait un joli petit site web. Voilà. On a pas mal d'informations détaillées pour commencer un projet. Ici, vous avez la possibilité de démarrer votre projet assez facilement, donc il est accessible via Bower. Il y a quelques dépendances, donc il y en a qui vont ticker sur la dépendance de jQuery. C'est une dépendance qu'on va essayer d'enlever. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses qu'on utilise de jQuery qui permettent de simplifier un peu le travail. On utilise Velocity pour avoir des animations fluides, Node.js pour notre date picker. Et puis après, ça, c'est des choses qui nous permettent d'avoir des petites fonctions toutes prêtes en SAS qui sont bien pratiques. Donc, du coup, pour ceux qui ont un ordinateur et qui ont envie de suivre un petit peu le Code Lab, je vous invite à télécharger et à lancer un petit serveur de base. Moi, de toute façon, je vais le faire de mon côté. Et puis, on va voir ensemble comment intégrer, sur un exemple concret, sur un layout concret à Material Design, on va intégrer petit à petit tous les éléments du mix. Donc, pour l'instant, on a ça. Alors. C'est moche. Oui, c'est moche. C'est normal. Le but, c'est d'arriver à un résultat qui soit joli en partant de quelque chose d'assez moche. Donc, donc juste pour vous montrer le résultat, après on doit aller. On affiche le résultat. Voilà. Donc là, c'est typiquement un layout Material Design, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous permettre de gérer en fait, des fichiers un peu à la Drive. Voilà. Donc on a la possibilité de lister des fichiers ici. Quand on clique ici, eh ben, on a le détail du fichier qui s'affiche sur la droite. On a des listes, on a des users, on a la possibilité ici de filtrer par mon fichier. Voilà. On a la possibilité de refermer le panel et de l'ouvrir. On a ici un petit menu, si on veut, pour naviguer entre les différentes parties de notre application. Et on a la possibilité d'ajouter ou alors de modifier un fichier par biais de dialogue. Donc tout ça, c'est du Linux, hein, et ça se met très rapidement en place. L'avantage, c'est que c'est assez simple à mettre en place. Il y a toutes les démos, toutes les démos de code qui sont vraiment sur le site de Linux. Donc si je reviens à la base, je vais aller étape par étape. Donc là, j'ai un header. J'ai mon header qui est tout moche, qui n'est pas coloré. On va voir pas mal de choses qui sont assez intéressantes dans Linux en termes de couleurs. Donc là, vous pouvez le voir, vous avez une palette de couleurs qui est absolument démentielle, qui est assez folle. C'est la palette de couleurs Material Design. Donc on les a toutes reprises évidemment, donc elles sont disponibles soit en variable SAS, soit par le biais de petits helpers, comme vous voyez ici. Il suffit d'ajouter sur une div un DGC avec un tiret et le code de la couleur. Ça vous permet de vous mettre un background color sur votre div. Vous pouvez faire pareil avec les TC. Donc TC c'est quoi? C'est text color. Ça vous permet, avec ces deux helpers déjà, en termes de couleur, vous avez une large possibilité pour personnaliser votre application. Associé à ça, vous avez aussi des helpers qui vous permettent de gérer la typographie. Vous avez pas mal de styles prédéfinis, avec des types plus ou moins gros, avec du texte, etc. Et donc vous avez ces petits helpers qui sont ici, qui permettent simplement d'utiliser les typographies. Associé à tout ça, vous avez ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu énigmatique parce qu'on n'a pas fait de documentation dessus, on est désolé. On est flexible, on est rapide, mais le problème c'est qu'on n'a pas le temps de travailler la documentation, on se focus un peu plus sur les composants.
Ça, c'est cette fameuse unité d'espacement que je vous disais de 8 pixels. Et donc vous avez ce petit helper qui est juste un petit P. Et le P, ça fait quoi? Ça applique un padding de 8 pixels en fait sur votre div. Vous avez aussi le M, c'est pareil, ça fait un margin de 8 pixels. Et puis après vous avez PR, PL, PT, donc padding right, padding left, padding top, padding bottom, et PB. Vous avez ensuite PB+, PB++, PB+++, si vous voulez multiplier, etc. Ça vous permet de gérer toutes vos unités d'espacement sans avoir à toucher à votre CSS, avec des simples helpers. Encore une fois, il vaut mieux avoir un code HTML qui soit bordélique, parce que clairement ça l'est, ça fait peur au début, qu'avoir des règles CSS un peu partout, spécifiques, etc. C'est très compliqué à maintenir. Ça, c'est très facile à maintenir. Il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu les helpers qu'on a. Donc si on se met un petit peu sur le projet, on a un background color de Red 500, donc TGC, Red 500. Là, bim, voilà, excellent. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi ça recharge automatiquement, il y a un petit truc qui s'appelle CodeKit. Voilà, en gros, ça recharge automatiquement dès qu'il y a une sauvegarde sur de l'HTML, du CSS, etc. C'est cool. Voilà, il y a un petit helper aussi qui s'appelle ZDef, qui permet d'ajouter une nombre normalement. Voilà, on est revenu là. Donc ici, une petite box shadow, donc ZDef 1, 2, 3, 4, c'est ces fameux effets de profondeur qu'on a dans le Material Design qui sont vachement importants pour définir les niveaux en fait, sur lesquels on se trouve. Et après, on a une toolbar. Alors une toolbar, c'est intéressant. On a l'exemple de la toolbar ici. Voilà. C'est des choses qui sont utilisées pas mal en Material Design. Pour ceux qui ont des terminaux Android, vous le voyez un peu partout. Vous avez toujours un icône à gauche, un ou plusieurs icônes à gauche, un label, et là, un ou plusieurs icônes à droite. Donc là, on va appliquer un petit peu ce principe-là, ici. Donc je vais aller un peu vite parce que l'heure tourne, je vais copier-coller depuis le résultat. Hop, je vais exécuter un petit peu. Donc toolbar, voilà, on la voit, donc on a un bouton ici qui nous permet d'ouvrir la sidebar. Hop. Ici, on a même un petit fil de recherche qui gère automatiquement cette code qui nous permet d'effacer la recherche. Là, on a une icône qui ne sert absolument à rien. Et là, on a une icône qui nous permet d'ouvrir ici ce panel. Donc, comment ça fonctionne? Ici, comme on peut le voir, j'ai appliqué ce principe, encore une fois, de notation BEM et de vector CSS. C'est-à-dire qu'on a un bouton, on lui a appliqué un style, une taille qui est L, donc ici qui est 40 pixels. Encore une fois, ce sont des settings, vous pouvez les overrider si vous avez envie de faire vos propres tailles, comme vous voulez. On lui a appliqué un style white, donc qui va être blanc, et on va lui appliquer un type, donc là c'est un type icône, c'est-à-dire juste un icône en fait. Voilà. Après vous avez les BTN raised, c'est-à-dire c'est ces boutons où vous avez une structure et un shadow. Et voilà. Voilà, ça c'est raised, ça c'est flat, ça c'est fab, cutting action button, et ici c'est icon. Voilà. Et donc comme on le voit dans la doc, vous pouvez mettre des états désactivés, vous pouvez mettre plein de tailles avec des gros boutons si vous en avez envie, et vous pouvez gérer tout un tas de couleurs, etc. Donc encore une fois, typiquement comment ça marche ça, c'est cette fameuse itération à travers mon tableau de couleurs. Et après je peux très bien aussi faire des choses totalement personnalisées. Et pas belles, comme ça. Voilà. Donc ensuite on a plusieurs zones dans notre toolbar. On a une toolbar left et une toolbar right, donc simplement des zones pour définir. Ça, encore une fois, le principe de BEM, on voit que c'est un enfant, ici. Et un bouton, donc je ne m'y attarderai pas. Ici vous avez les icônes, donc je laisse regarder dans la doc, mais ça permet simplement, encore une fois, de définir un cœur, le corps de notre objet, et puis après définir un modifier pour le type d'icône que c'est. Donc il y a 750 icônes, je crois. 144, je crois, pour être précis. Donc vous avez le choix. Ici encore un icône, et ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une petite directive qui s'appelle LX Ripple, qui permet de gérer le petit, vous savez, ce petit effet bien sympathique qu'on a ici sur Material Design. Vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, ça marche. Vous pouvez même le mettre sur un body, sur le body, ça marchera aussi. Quand vous cliquez sur le body, ça fera un énorme cercle qui
qui va s'agrandir, ce sera super chouette. Vous pouvez y mettre une couleur personnalisée, etc. Donc là, vous avez pas mal d'options à ce niveau-là. Ensuite, vous avez une petite directive qui est bien sympathique, qui est le search filter de notre côté. Donc il y a plusieurs options. Si on regarde un petit peu les options sur Unix, on a le search filter. Donc on peut l'avoir ouvert par défaut, on peut l'avoir fermé qui s'étend sur la gauche, on peut l'avoir fermé qui s'étend avec une certaine taille, on peut l'avoir fermé à gauche et qui pousse à droite. Enfin, vous avez vraiment toutes les possibilités ici. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça prend un modèle, typiquement un G-modèle d'un but, et ça permet aussi simplement de faire apparaître ce petit bouton-là pour pouvoir effacer les données. Donc voilà, c'est ce qu'il y a ici. Donc là on peut voir, on lui a mis un close pour dire qu'il est coloré, on lui a mis un thème pour dire qu'il est blanc, on lui a mis un modèle, on lui a mis un placeholder, etc. On a bientôt fini notre petit header. Le seul truc qu'il me reste à faire, c'est styliser un petit peu notre gros titre. Hein, parce qu'ici, on a simplement un H1. Bah, ce H1, j'ai envie de lui donner un style particulier. Donc, je vais utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, les helpers de typographie, les helpers de couleur. Donc, simplement en lui mettant ça, voilà, on a le titre qui est plus gras et noir et moche. On a notre titre qui a un font white classique et qui a maintenant une couleur blanche. Donc là, on a vu un petit peu les helpers de base. Ici, on peut voir un petit fab, donc Floating Action Button. C'est pas mal de le voir aussi, c'est un des composants majeurs de Material Design. C'est-à-dire qu'il est là. Vous avez dû le voir, vous avez dû utiliser un petit peu Inbox, non? Je sais pas si vous utilisez un petit peu Inbox. Ça doit vous parler normalement. Ça, c'est typiquement dans la veine de la philosophie Material Design. On simplifie au maximum l'interface. Pour que l'utilisateur s'y retrouve dans une application, il ne faut pas qu'elle soit surchargée d'informations. Et il faut définir des zones perceptibles tout de suite, définir des zones d'action perceptibles. Ça, c'est typiquement dans cette veine-là, c'est-à-dire que je vais avoir un bouton d'action principal, typiquement ajouté, et après je vais avoir des boutons d'action secondaires que je vais très rarement utiliser, beaucoup plus rarement on va dire. Et donc ces boutons d'action, ils apparaissent seulement sur le vol du bouton d'action principal. Donc ça c'est plutôt une bonne idée. C'est une très bonne idée qui est Google ici. Là on n'utilise pas vraiment, enfin on utilise la taille du bouton, mais pas vraiment. Voilà pour le header. Je vais passer rapidement sur les fichiers en dessous. Donc les fichiers, on a ici un data table, comme on peut voir, donc il n'est pas beau, mais avec Unix, on a encore une fois la possibilité d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Donc simplement en mettant des petites classes, en fait, comme vous voyez ici. Simplement, on entoure ça du data table container. Ça permet d'avoir quelque chose qui gère le responsive. Si c'est pas assez large, en fait, il y a une scroll bar qui s'affiche. Là, scroller dans le tableau. Et vous avez des possibilités assez multiples. Vous pouvez mettre un data table classique. Après, vous pouvez ajouter un modifier, un primary. C'est pour dire qu'ici, il y aura des icônes ou des images. Un secondary. Pardon. C'est pour dire qu'il y a une action secondaire. Ici, donc là, typiquement, je vais encore reprendre ce qui existe déjà. Ah, voilà quelque chose de sympa. Donc là, on voit qu'on a une petite icône ici. Enfin, déjà, c'est une image en fait. Et ici, on a notre action secondaire. Donc, je vais revenir un peu rapidement sur l'image ici et sur le drop-down là, parce que c'est des composants aussi assez intéressants dans Unix. Si on revient ici, on voit cette petite directive, mais qui est bien pratique. On a une directive de thumbnail qui permet de faire d'adaptive resize sur des images. Donc, par exemple, typiquement, j'ai besoin d'une image carrée, sauf que l'image que je récupère de mon serveur, elle est grande comme ça, et elle est complètement panoramique. Et moi, je veux absolument que ce soit carré. Donc du coup, ce que je vais faire avec thumbnail, c'est que je vais réduire jusqu'à mon carré, donc tout en haut, je vais réduire pour arriver dans mon petit carré. Et puis après, je vais cropper sur les côtés. Ce qu'on appelle l'adaptive resize, c'est qu'on aura toujours, peu importe le format d'image, une image qui soit adaptée et centrée. Ça, c'est bien pratique si on ne peut pas maîtriser le format des images qu'on réceptionne dans le serveur.
Et ici, j'ai un drop-down. Ici, j'ai un drop-down. Donc les drop-downs, c'est une des fonctionnalités que l'Unix a et que n'a pas la librairie Google Material, et qui fait qu'il y a pas mal de gens, on se rend compte, qui viennent sur l'Unix parce que justement il n'est pas là, entre autres, avec les select. Donc un drop-down, c'est quoi? C'est un bouton et derrière c'est un menu, donc c'est assez simple à déclarer, c'est très simple, c'est 3 directives. Et derrière, on a un rendu qui est plutôt sympa, ça permet de faire un petit menu comme ça, qui est typique Material Design aussi, c'est-à-dire que vous avez les 3 petits points ici qui vous disent mort en gros, les actions pour avoir plus d'actions, et vous pouvez créer un petit menu comme ça, avec un petit effet d'apparition assez sympa. Ensuite, on va regarder un petit peu le panel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un petit switch. Voilà, bien sympa. Et ici, on a une liste en fait. Ça, c'est pareil, on a des listes. Donc, ça permet en fait de créer des listes de manière assez simple. Ici, vous avez des exemples de listes. Donc là, pareil, vous avez des exemples. Beaucoup d'exemples avec une image à gauche, un icône à gauche, avec séparateur, sans séparateur. Vous avez avec une icône à gauche, une icône à droite, etc. Donc là, il y a toutes les possibilités pour votre application. Pas de problème, normalement, ça doit couvrir la quasi-totalité des besoins. Donc on a ça, principalement ici, et après on va attaquer vraiment le dialogue. Donc, le dialogue, comment ça fonctionne? Voilà. Donc un dialogue, vous avez plusieurs possibilités de personnalisation. C'est très simple à déclarer si on regarde encore une fois la documentation de Linux. Ici. Voilà. En fait, il suffit de déclarer un X dialogue ici et de lui mettre un identifiant. Après, c'est un service qui va vous permettre d'appeler votre dialogue. Vous allez appeler un service, vous allez lui passer en paramètre cet identifiant pour lui dire de l'ouvrir, pour lui dire de le fermer, tout simplement. Après, vous avez encore une fois tout un tas de classes à l'intérieur qui vont vous permettre de styliser votre dialogue, mais la base, c'est simplement ça. Et après, vous avez quelques petits helpers, genre j'aimerais lancer une certaine méthode quand un dialogue se clôt. Alors, vous avez un onClose. C'est des choses qu'on n'a pas encore hyper développées sur Linux. On va en développer de plus en plus pour qu'on ait vraiment la possibilité de lancer des fonctions, des events à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, typiquement nous, qu'est-ce qu'on a? Là-dedans, on a plusieurs éléments. On a le dialogue, on a les tabs aussi. Donc ça, c'est un truc sympa qu'on retrouve ici. On retrouve quelque part. Voilà. Pareil, toujours une multitude de possibilités. On peut mettre du texte, on peut mettre des icônes, on peut changer la couleur. On peut changer la couleur de fond, changer la couleur de l'indicateur ici, on peut mettre un bloc shadow si on veut, etc., etc. On a toute une API qui nous permet d'ajouter des tables, voilà. En sachant qu'on a une pull request là, qui nous permet de dire s'il y a trop de tables ici, il y a une flèche qui se met et on peut passer d'un tab à l'autre. Donc ça c'est intéressant, parce que là actuellement, voilà, c'est compliqué. On peut supprimer les tables, on peut supprimer le tab courant, etc. Donc là il y a une API assez développée qui permet de gérer les tabs, et à terme, très bientôt, la semaine prochaine, il y aura cette fameuse petite flèche qui permet de switcher de table en table quand il n'y a pas assez de place. Donc on le retrouve ici. Voilà, ça se met très facilement en place si on regarde le code. On déclare un élément root qui est le LXTabs, dans lequel on passe pas mal de paramètres. Et après, pour chaque tab, on déclare un LXTab en fait. Le LXTab pour dire qu'est-ce qui va être en haut, si c'est un icône ou un texte, on lui passe un paramètre en fait ici. Et puis après le contenu de LXTab est là-dedans. Ça permet d'avoir quelque chose qui est vachement lisible en termes de HTML. C'est assez cool. Et là, typiquement, on voit, on a encore un petit helper de padding. Ici, on a le fameux text field. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est présent sur Linux. Si on regarde ici, je vais faire super sympa, la bonne idée encore une fois de Google, qui est de dire bah tiens, j'ai mon label, j'ai mon placeholder qui se transforme en label. C'est sympa.
Donc avec un petit effet sympa, c'est-à-dire qu'au départ, c'est placeholder, et une fois que je suis en focus dessus, ça devient label. Et là, il y a tout un tas de choses, vous pouvez gérer des erreurs, vous pouvez gérer le fait que ce soit valide, vous pouvez ajouter des icônes sur la gauche aussi, dans le cas où vous n'avez pas un floating, ce qu'on appelle le floating label, parce qu'en fait, on estime que l'icône est déjà assez parlant, on n'a pas besoin en plus d'avoir un floating label. Vous avez la possibilité de le faire sur fond d'arc aussi. C'est des choses qui sont abordées dans le Material Design, donc on a mis en place aussi de notre côté. Donc voilà, vous avez vraiment pas mal de possibilités de personnalisation. Voilà. Et ici, on a un select. Donc ça, c'est le fameux truc qui nous a bien pris la tête à l'Emaps. On n'a jamais trouvé quelque chose qui permettait de répondre à nos besoins, ou alors, quand on le trouvait, on se retrouvait avec des bugs qui étaient absolument ingérables. Typiquement, nous, on utilisait UbiSelect, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici, mais UbiSelect, c'est une librairie qui est vraiment très lourde en fait. On a vraiment regardé le code, on a essayé de participer, etc., mais on s'est rendu compte que la logique de base n'était pas bonne. Donc nous, on est reparti de zéro en fait, on s'est dit, ouais, cette logique, elle est un peu tarabiscotée, et puis le tracter. Donc du coup, on est reparti de zéro et on s'est dit, allez, on va refaire la nôtre, on est des fous, on en a marre de se prendre la tête et de perdre du temps avec ça. Donc du coup, on a géré ça en faisant quelque chose from scratch, et du coup, on a la possibilité d'avoir un select soit unique, soit multiple. Donc ici, on a un select multiple, surtout sur Unix. On a le select là, on a les exemples. Donc on a des selects uniques ici, avec la possibilité de filtrer. On a des selects multiples avec derrière une API, donc on peut même le relier, faire une requête Ajax. Si je tape quelque chose, voilà, ça va chercher sur une API externe. On a des méthodes pour voir qu'il y a un changement détecté, on peut setter les valeurs de l'extérieur, on a une possibilité d'avoir quelque chose de multiple. Donc ça, pour nous, c'est vraiment le truc qui nous aide énormément en interne. Et c'est aussi ce qui fait décider pas mal de gens de venir chez nous, de venir chez Unix, de partir un peu de la librairie officielle pour aller chez nous. Ça, c'est super pratique. Bon, il faut savoir que la librairie officielle, nous, encore une fois, on travaille avec eux, parce qu'ils ont vu l'Unix, on fait waouh, c'est cool, c'est bien ce que vous faites les gars, venez bosser avec nous, on n'est pas cons, on sait qu'on a des limites, on sait qu'on reconnaît les qualités des autres, donc venez travailler avec nous. Et ils ont vu notre select, on fait ah, c'est super votre select, on veut même. Donc du coup, en interne, on travaille avec les équipes des États-Unis et on travaille sur le select pour la librairie officielle Material. Ça peut être un petit peu bizarre de se dire, mais alors du coup, est-ce qu'on choisit la librairie officielle ou celle-ci, en sachant que même celle-ci contribue à la librairie officielle, pourquoi, etc. Ouais, je comprends, même pour nous, c'est un peu, on va où, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, nous, on peut pas se faire, on sera plus agile, on sera plus réactif, on amènera plus de composants plus rapidement. Pour l'instant, les deux vont vivre de manière parallèle. Mais c'est sûr qu'à terme, nous, c'est la volonté de Google, c'est que les bonnes choses soient prises des deux côtés, qu'on fusionne tout ça et qu'on ait qu'une seule librairie. À terme, je ne sais pas si ça arrivera un jour, je ne sais pas si ça arrivera vraiment, je ne sais pas quand, mais c'est la volonté. Ça, tout en sachant que ça, nous, on gardera toujours. On gardera toujours à disposition. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours avoir notre librairie, on maintient de notre côté pour être réactif. Autrement, on ne pourra pas faire la machine. Donc voilà pour le select. Et ici, derrière, après, on a simplement une petite liste d'éléments. Voilà, comme on a déjà vu. Voilà tout. Si je reprends un petit peu tous les composants qu'on a aussi des services sympas pour gérer les notifications avec un petit effet un peu marrant, par ici. On a des alert box, on a des config box, on a un super progress qui ne bug pas, parce que la plupart bug. Donc ça ne bug pas, vous avez en circular et en linéaire. Donc c'est pour l'instant des indeterminate, c'est-à-dire que vous ne savez pas combien de temps le chargement dure, mais vous pouvez mettre votre loading comme ça. Voilà, et puis on a vraiment pas mal d'autres directives. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est simplement d'aller jeter un coup d'œil sur le site, de regarder un petit peu tout ce qui est disponible dessus. On a un super date picker, vous pouvez le connaître. De regarder un petit peu tout ce qu'il y a, et puis si c'est le cœur d'utiliser
utiliser Lumix pour vos projets. Donc, normalement, vous devez pouvoir trouver tout ce dont vous avez besoin sur Lumix. Je vous invite à essayer, je vous invite à contribuer, à nous faire des retours d'expérience sur votre expérience, justement. Et puis voilà, et puis on avance comme ça, contribuez, essayez d'envoyer des pull requests, faites-nous des retours, il faut savoir qu'on est super, on est à fond sur le projet, on utilise en prod sur pas mal de nos projets, pour pas mal de nos clients, on le fait évoluer chaque jour, et puis si on peut avoir des retours, des bêta-testeurs, le plus grand nombre, c'est bien pour nous, comme ça, après derrière, on peut corriger, on peut améliorer, etc. etc. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions du coup, si vous avez des questions par rapport à l'Unix, si vous avez des questions par rapport aux technologies qu'on utilise, à l'Object-Oriented CSS, au BEM, etc. Si vous voulez voir un petit peu la roadmap, je sais pas. Oui. Unix, vous l'utilisez pour des applications front ou back? Front, tout à fait. Et vos clients, ils n'ont pas l'impression d'avoir un truc un peu trop Google, en fait, ils ne prennent pas de l'aspect... Au contraire, au contraire. Alors, évidemment, moi, ce qui me dérangeait, moi, je viens du monde Apple. Voilà, rien à voir. Moi, je suis arrivé chez Lumac, j'ai fait Google, ouais, bon, c'est pas les, au niveau design, c'est pas les plus fifous, quoi. Et en fait, tous nos clients, en fait, sont des clients qui possèdent, qui ont un compte Google Apps, en fait, et qui ont énormément l'habitude de travailler avec les produits Google au quotidien. Le fait, nous, d'avoir nos produits qui ont le même look and feel, la même expérience utilisateur que les produits qu'ils utilisent au quotidien, c'est une vraie valeur ajoutée. Vraiment. Parce que pour des grands comptes avec des centaines, des milliers d'utilisateurs, si on ne les perd pas entre les différents produits, une expérience utilisateur qui est commune entre les différents produits, pour eux c'est royal. C'est vraiment un atout, c'est vraiment une vraie force. Faut bien voir que la plupart des gens, voilà, dans ces grandes structures, utilisent toujours les mêmes outils à longueur de journée, ils ne sont pas forcément des super grands techniciens. Si on leur offre la possibilité de continuer leur expérience à travers tous les outils proposés, ils sont très contents. Et après, oui, le design, est-ce qu'il est, on aime ou on n'aime pas, c'est peut-être un peu trop marqué Google, c'est peut-être trop ça. Pour nous, c'est un atout. Pour nous, forcément, c'est un atout. Voilà. Après, il faut quand même, je pense, garder l'esprit ouvert. C'est sûr que si tout le monde commence à respecter toutes ces guidelines-là, demain on a un monde d'applications Google. C'est Google et Dieu, Google et roi. Je pense qu'il y a des choses à prendre. On peut le respecter de manière très stricte en utilisant Unix pour faire des applications rapidement, des applications métiers. Maintenant, si on veut parler un petit peu plus de sites web, de code, etc., je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre dans le matériel. Il faut aussi avoir un esprit ouvert pour adapter ça un petit peu à la suite de chacun. Il faut savoir se différencier. Il faut savoir se différencier, exactement. Et pour nous, c'est très bien. J'ai une question. Est-ce que vous l'utilisez que sur des apps Angular ou pas? Alors non. Vous pouvez, alors comme je le disais, c'est vraiment un framework front-end. Il y a toute une partie CSS que vous n'êtes pas obligé d'utiliser sur AngularJS. Tout ce qui est dans la partie CSS de Unix, ici, fonctionne sans avoir à utiliser une application AngularJS. Donc tout ce qui est là. D'accord, mais du coup on n'aura pas forcément... Si on utilise que la partie CSS, est-ce qu'on aura par exemple le repo qui serait... Non. C'est actif. On est obligé. On est obligé d'appliquer ça à un élément et de faire une directive. On nous a pas mal posé la question, est-ce que vous pourrez rester full Angular ou est-ce que vous pourrez s'adapter à du Vanilla.js, HTML, CSS classique? Je pense pas qu'on le fera. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des bibliothèques qui le font. Alors le problème, c'est que les bibliothèques qui existent et qui le font pas très bien. Donc pourquoi pas, si on a le temps, un jour, ou pas. Si on a le temps un jour, pourquoi pas. Essayer effectivement de faire quelque chose qui soit utilisable juste avec du Vanilla.js classique, jQuery, etc. Mais en tout cas, c'est pas dans la roadmap et c'est pas prêt de sortir. Donc il ne faut pas trop compter dessus. Quid des web components? Ouais. Ça aussi, on nous a pas mal posé la question. En fait, les directives Angular sont un peu tournées comme des web components en soi, pour l'instant. Donc du coup, on utilise vraiment pour le coup, tout ce que nous offre Angular sans penser aux web components. On parle de polymère ou
Non, je parle vraiment des composants web. Ok. Effectivement, on en a déjà parlé, on nous a déjà demandé. Je pense qu'il est intéressant d'avoir une interaction entre des composants web et notre librairie. Je pense que ça peut être très intéressant. Et c'est quelque chose à laquelle on réfléchit. C'est pas dans la roadmap à court terme, mais ça peut être très intéressant effectivement de faire fonctionner les deux. Ça permettra plus de souplesse et ça permettra de faire intervenir par exemple Polymer aussi. Et puis de donner plein de possibilités à l'utilisateur. Oui, je pense qu'on va y réfléchir forcément. Clairement. Des questions? Rien, personne? Ah. Le fait que vous soyez basé sur Angular, vous limitez la portée de vos applications à cause de l'indexation des signaux. Ouais. Donc c'est un choix. C'est un choix parce que nous, on développe toutes nos applications métiers, tous nos produits. On a fait le choix d'Angular. Et il faut savoir que nous, toutes nos applications, encore une fois, ce sont des applications métiers pour la plupart. On n'a pas ces problématiques d'indexation, on n'a pas ces problématiques de référencement, etc. Donc, pour nous, c'est pas un problème, puisque ce ne sont que des applications métiers. Le référencement. Vous limitez vos clients, quoi. On limite les clients Numaps. Ouais. Les clients Numaps, non, parce que encore une fois, c'est des applications métiers. Oui, mais donc vous vous limitez dans le choix de vos clients. Ah, clairement, oui. Oui. Clairement, c'est-à-dire que c'est clairement notre positionnement. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment des applications métiers. Nos clients grands comptes viennent nous voir avec une problématique assez complexe, qui est souvent une problématique métier. Si après on parle d'indexation, si on parle de référencement, là on est plus du domaine de la communication. Nous, c'est des choses qu'on ne fera pas. On fera vraiment des outils de notre côté. Donc du coup, effectivement, c'est un choix délibéré et qui nous satisfait pleinement. À vrai dire, nous, on avait ce besoin-là en interne. Après, on en a fait quelque chose d'open source. Ça permet d'en faire profiter la communauté. De deux, ça permet de faire participer les gens. Donc forcément, qui dit faire participer les gens dit pull request, dit faire évoluer le produit pour nous aussi. Et ça nous force aussi à avancer. Mais oui, effectivement, volontairement, on se bloque. Après, les problématiques de référencement et d'indexation, je n'ai pas encore trop suivi dernièrement. AngularJS, c'est un produit Google. Oui, ce serait quand même étonnant que Google ne fasse rien à ce niveau-là, à court terme, je pense. Et il y a déjà des solutions quand même pour indexer les contenus AngularJS. La génération de contenus statiques, etc. Mais effectivement, là, clairement, AngularJS, pour le référencement, c'est pas le bon choix. C'est vraiment pas le bon choix. Et c'est assez étonnant parce que c'est un produit Google. Voilà. Donc voilà, s'il y a encore d'autres questions, bah... Ok. Bon, et ben merci à tous.